Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que Winnie est là? Oui. Oui, je suis là. Patrick aussi? Très bien. Ok, super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Je suis Nesrine Boukri. J'occupe actuellement le poste de Data Protection Officer au sein de la société Kuehne+Nagel et j'ai le plaisir d'animer en tant que modératrice ce webinaire qui porte sur le cadre algérien de la protection des données à caractère personnel, les obligations essentielles à la mise en conformité. Ce webinaire est proposé par l'association Africa Data Protection. Alors, quelques mots sur l'association. Le président de cette association est Jules Hervé Yemumi. Tout a commencé en 2019 avec la création du blog qui a évolué en 2021 et le projet d'association a vu le jour en décembre 2022 pour une création effective de l'association en 2023. Donc, c'est une association à but non lucratif qui vise donc à contribuer activement à un avenir numérique sûr et éthique pour tous les citoyens africains. Et Africa Data Protection, l'association souhaite également être un acteur de premier plan de l'innovation et de la régulation des technologies de rupture en Afrique. La première mission est donc d'informer à travers le blog, à travers des analyses, des newsletters, mais également de dispenser des formations et enfin de sensibiliser le public. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Winnie Dangbou, qui est juriste en protection des données personnelles, et Patrick Ngechwesi, qui est doctorant en droit de l'intelligence artificielle et Data Protection Officer, lors de ce webinaire. 5 parties sont au programme aujourd'hui, donc on est ensemble environ pour 1 heure. On aura une introduction faite par Winnie. Puis, nous passerons au principe de licéité des traitements avec un cas de prospection directe. Nous aborderons le sujet des transferts de données, puis celui des obligations procédurales du responsable de traitement établi hors Algérie. Et enfin, une partie sur la sécurité et la confidentialité des données. On commence par quelques mots d'introduction proposés par Winnie. Merci Nasrine de passer la parole. Donc, je vais commencer par vous produire quelques remarques introductives. Nous allons commencer par l'historique de la protection de données en Algérie. En fait, comme dans la plupart des pays, hein, que ce soit en Afrique ou en Europe, tout est parti de la Constitution qui est donc venue ici intégrer en droit national quelques principes érigés par des chartes et des textes internationaux. Tout d'abord, la première constitution de 1976-76, qui, en son article 49, prévoyait déjà que la vie privée est inviolable et protégée par la loi. Il a fallu attendre 2016 pour avoir pour la première fois, au sein de l'article 46, une précision sur la protection des données en tant que droit fondamental garanti par la loi, qui effectivement protège ce droit et en punit la violation. Ensuite, nous avons, depuis 2018, la promulgation de la loi qui fait l'objet de ce webinaire, qui est entrée en vigueur le 10 août 2023. Pourquoi cette entrée en vigueur tardive? Parce qu'en fait, il a fallu attendre la mise sur pied de l'autorité de protection est en charge justement de veiller à la bonne application et de distribuer les sanctions qui, bah, qui peuvent euh, qui peuvent survenir en cas de violation de la loi. En ce qui concerne les sanctions, justement, il faut savoir que nous pensons qu'elles sont assez légères lorsque appliquées à un réseau de traitement qui est établi à l'étranger, notamment en Europe. Parce qu'il faut savoir que la loi prévoit comme amende maximale 500 000 dinars, qui
équivaut à 3 400 euros. Je dois dire que c'est assez faible par rapport à ce qu'on connaît ici dans d'autres lois, par exemple par rapport au RGPD, qui prévoit plutôt des sanctions liées à un pourcentage pour la plupart du chiffre d'affaires. Ici, on a vraiment une somme qui, en cas de violation par un responsable de traitement établi en Europe, serait plutôt minime. Et donc, à ce sujet, ben, il faut soulever qu'il y a des sanctions pénales qui, pour ma part, sont plus importantes que les sanctions administratives ou financières. Alors, il faut savoir qu'en termes de sanctions pénales, on peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement si, par exemple, on n'a pas respecté les bonnes bases légales. Typiquement dans le cas du traitement des données sensibles sans le consentement de la personne, ou ce qu'on n'a pas respecté les formalités préalables du traitement qui seront présentées par Patrick ultérieurement. Et il faut savoir aussi que bah, en cas d'infraction constatée, bah, l'autorité va dresser un procès-verbal qui est transmis au procureur compétent pour que ben, les poursuites soient ben, faites selon le droit en vigueur et faites devant les juridictions pénales compétentes de l'État algérien. Merci pour cette introduction. Alors, nous passons au principe de la licéité des traitements. Winnie, quel cas de prospection directe souhaites-tu partager? Mais ici, je vais vraiment me focaliser sur le cas de la prospection commerciale. Je ne vais pas revenir sur les bases légales parce que ici, elles sont, je dirais, semblables à celles qu'on a sur le RGPD dans le consentement, l'exécution d'un contrat, l'intérêt légitime du traitement, pour ne citer que cela. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Par contre, je trouve que c'est la loi, ou du moins le législateur algérien, a introduit ce cas particulier parce que je trouve qu'il doit être super important à leur yeux. Donc, d'où le choix de vraiment faire un focus sur le cas de la prospection commerciale. Alors, c'est quoi la prospection directe ou la prospection commerciale? C'est une prospection au moyen d'un automate d'appel, un télécopieur, un courrier électronique ou d'un tout autre moyen qui emploierait le même type de technologie. Alors, c'est quoi les règles? Ben, déjà, pour la base légale, ici, on va vers un consentement à une exception près. L'exception près, c'est le fait que ben, les données qui vont servir à contacter la personne concernée, à contacter le potentiel client, soient des données qui avaient été collectées lors d'une relation commerciale ou d'une relation économique antérieure à la prospection. C'est-à-dire que on a acheté un objet euh, 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 un objet chez un commerçant et suite à l'achat de cet objet-là, le commerçant avait déjà nos données et donc il décide de nous recontacter je sais pas, pour une marchandise similaire ou pour une marchandise qui rentre dans le même registre que l'achat qu'on a effectué précédemment. Dans ce cas-là, plus besoin d'avoir un nouveau consentement parce qu'en fait, la possibilité de contacter la personne concernée va se fonder sur la base légale qu'on avait utilisée au préalable. Donc, typiquement, si c'est dans le cas, si on recontacte un client dont on a collecté les données dans le cadre d'une relation commerciale préexistante, à cette base-là, on serait parti de l'exécution d'un contrat entre nous, le client, entre l'entreprise et le client. Donc, ici, pour la prospection commerciale, plus besoin de redemander le consentement. Autre condition par rapport à cette exception, ben, c'est qu'on puisse donner la possibilité à la personne contactée de s'opposer à l'utilisation des données à chaque prospection qu'on effectuera. Une autre exigence après le consentement de la personne concernée, c'est l'information sur l'identité du responsable de traitement. Ça veut dire que la personne concernée doit recevoir, si la prospection commerciale est faite par email, l'email doit mentionner clairement qui est le responsable de traitement, c'est-à-dire qui bénéficie de la prospection commerciale, qui est comme on dirait en anglais, le data controller. Dernière exigence, ben, il faut évidemment que si on a collecté le consentement de la personne concernée pour effectuer la prospection commerciale, que la communication qui va intervenir, que la prospection soit limitée à l'objet ou à la finalité pour laquelle le consentement avait été collecté au début. C'est-à-dire que si tu as une relation commerciale antérieure avec un client, il avait signé pour donner son consentement à une alerte concernant un produit spécifique, ben, typiquement, on ne pourra pas aller au-delà de ce qu'il avait consenti dès le départ. Évidemment, au moins, comme je l'ai dit plus tôt, il y a un lien entre ben, l'achat qui avait été fait antérieurement et la prospection commerciale qu'on entend ici effectuer.
Merci Winnie. Alors cette troisième partie que l'on va aborder au sujet des transferts de données, donc les activités commerciales qui sont réalisées en Algérie, elles peuvent faire l'objet de transferts de données personnelles hors Algérie. Winnie, pourrais-tu nous rappeler les règles en la matière? Alors, je pense que des entreprises déjà soumises au RGPD et habituées aux clauses contractuelles vont être un peu surpris parce que le cadre est assez différent, je dois dire. Donc, en matière de transfert de données en Algérie, on a un principe qui englobe deux conditions essentielles. Donc, on a un principe. Le principe voudrait que tout transfert de données soit fait sous autorisation de l'autorité nationale. Première condition. Deuxième condition, à condition que l'État étranger, donc l'État où est localisé l'importateur des données, assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Donc, ça, c'est le principe. Il y a des dérogations. Alors, contrairement au RGPD où il est clairement mentionné par le DPB que les dérogations sont à utiliser en dernier ressort, en fait, ici, il n'y a pas de précision dans la loi. C'est-à-dire que les dérogations sont vraiment considérées comme des exceptions. Alors, euh, la première dérogation au principe qu'on vient de voir, dans deux conditions qu'on vient de voir, c'est le consentement de la personne concernée. Alors ici, je me demande dans quelle mesure est-ce que le consentement d'un citoyen algérien viendrait compenser le fait que l'État étranger en question fournisse un niveau adéquat de protection des données. Effectivement, pour les responsables de traitement de données établis en Europe, ça ne pose pas vraiment de problème parce que dès lors qu'ils vont recevoir les données de l'Algérie, ils seront eux-mêmes soumis à RGPD, donc les citoyens algériens bénéficieront du cadre réglementaire applicable en Europe. Par contre, si on pense à d'autres États qui sont entre guillemets un peu plus débattus en termes de protection, de niveau de protection de données personnelles, je doute fort que cette dérogation-ci puisse combler le niveau de protection insuffisant de ces États-là. Alors, d'autres dérogations sont également prévues, notamment si le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre le responsable de traitement et la personne concernée. Donc, typiquement, ce sera le cas d'une vente à distance entre une entreprise située, je dirais par exemple en France, et un consommateur situé en Algérie. Il n'aura pas besoin de passer par le principe, il pourrait directement se baser sur la dérogation. Autre condition, c'est si, dans l'hypothèse où la personne concernée n'est pas partie au contrat, si l'exécution du contrat nécessitant le transfert est fait dans son intérêt. Ce sera le cas typiquement d'un mineur parce que, par exemple, selon le RGPD, aussi selon la loi algérienne, un mineur ne pourrait pas signer, consentir au traitement de ses données personnelles. Il faudrait son tuteur. Donc, dans ce cas, par exemple, le tuteur est, participe à l'exécution du contrat dans l'intérêt du mineur. Donc, ça, c'est un cas, ça, c'est une illustration concrète. Autre dérogation, celle-ci pour moi, elle a un peu plus de sens, c'est dans l'hypothèse où il existe un accord bilatéral. Quand je dis de sens, ça veut dire qu'elle est plus protective pour les citoyens algériens, évidemment. C'est le cas où il y a un accord bilatéral entre l'Algérie et le pays dans lequel l'entreprise qui va recevoir les données est située. Alors, on pense évidemment aux décisions d'adéquation de, ben, au niveau de l'Union européenne. Donc, ça voudrait dire il pourrait arriver que l'Algérie fasse le même processus ou un accord multilatéral. Donc, si je pense à certains forums internationaux, comme notamment la Convention 108, plus, ou encore l'OCDE. Et voilà. Très bien, merci. Merci Winnie pour ces réponses. Alors, concernant les obligations procédurales du responsable de traitement, donc qui est établi hors Algérie, Patrick, peux-tu nous en dire plus? Alors, merci de me passer la parole, Nesrine. Effectivement, on peut, pour les minutes qui vont suivre, nous allons discuter donc de tout ce qui concerne les obligations procédurales du responsable de traitement établi hors Algérie. Pourquoi nécessairement ce sujet? Parce qu'en fait, dans la loi, déjà, c'est une question qui est assez prioritaire. Déjà, on en discutait avec Winnie il y a quelques instants sur la place en fait du responsable de traitement dans la question des transferts de données, mais sur d'autres aspects aussi que nous allons voir par la suite. Alors déjà, le responsable de traitement établi à l'étranger. Quels sont les critères justement qui permettent dans le texte
qui nous est donné là actuellement de l'identifier. Qu'est-ce qui nous permet de déterminer qu'un responsable de traitement est effectivement établi à l'étranger? Alors, c'est à la lecture de l'article 4 alinéa 2 précisément qui nous permet de relever ces critères-là. Alors, premièrement, il y a le critère de l'établissement hors Algérie, effectivement, qui est le critère principal. Ensuite, il y a le critère des moyens automatisés établis en Algérie. Et ensuite, nous avons le critère du représentant présent sur le sol algérien. Alors, il faut faire une appréciation, une lecture un peu en profondeur de ces trois critères. Le premier étant justement portant justement sur l'établissement sur le sol en lui-même. Le deuxième, qui est vraiment le critère principal du champ d'application matériel et je dirais territorial également de la loi, qui est le lieu de situation des moyens automatisés établis en Algérie. Et le troisième critère, qui porte sur le représentant comme étant la personne physique ou morale établie sur le sol algérien, que nous allons voir par la suite, beaucoup plus en détail notamment. Alors, après avoir passé un peu en revue les critères justement d'extraterritorialité du responsable de traitement, des critères sur lesquels il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de points à clarifier. Nous pensons que ce sera fait par le législateur algérien ou par l'Autorité nationale de protection des données. Mais ce qu'il faut retenir du responsable de traitement étranger, c'est que le point central ou le point fondamental justement de toutes ces obligations procédurales-là tourne autour d'une seule personne, enfin, ou d'une entité, c'est le représentant sur le sol algérien. Alors, ce représentant, qui il est en réalité? Le représentant doit notamment être une personne physique ou morale établie sur le sol algérien. Alors, la notion d'établissement sur le sol algérien, dans notre perspective juridique, dans notre perspective, dans notre regard de juriste, est une notion assez ambiguë. On va pas, il faut le relever, dans le cas principalement d'une personne physique. Alors, lorsqu'on parle d'établissement d'une personne physique, est-ce qu'il s'agit ici d'une personne qui appartient à une entité sur le sol algérien? Est-ce que la personne physique doit nécessairement être un Algérien? Lorsqu'on parle d'établissement, est-ce que la personne doit avoir une résidence sur le sol algérien? Est-ce que la personne doit, par l'interprétation classique du droit du patrimoine, est-ce qu'il doit avoir l'ensemble de son patrimoine sur le sol algérien pour qu'on puisse en déterminer le fait qu'il y est établi et qu'il y a une résidence permanente? Enfin, il y a pas mal de contours, il y a pas mal de zones d'ombre à éclaircir un peu sur cette notion d'établissement. Qu'est-ce qu'on entend par établissement? Est-ce que si la personne a juste une résidence en Algérie, est-ce qu'on peut déterminer que la personne est établie en Algérie? Il y a encore quand même quelques petites questions à éclaircir au niveau de cette notion d'établissement qui en elle-même est déjà très ambiguë. Et cette ambiguïté, en réalité, découle du critère principal qu'on a vu tout à l'heure, qui est le lieu de situation géographique des moyens automatisés ou non du traitement. Ça signifie que si votre serveur, par exemple, n'est pas situé en Algérie, eh ben, la loi ne s'applique pas à vous. Pour que cette loi vous concerne, il faut que les moyens automatisés ou non, et ça c'est très important de le comprendre, ça signifie que les moyens automatisés, il s'agit ici d'outils informatiques, ça peut être des serveurs, ça peut être des ordinateurs, ça peut être des terminaux d'accès, ça peut être pas mal de choses, ça peut même être un serveur transitaire. Il suffit que vos données transitent sur un serveur situé en Algérie. Par exemple, si vous utilisez un VPN qui a un transit en Algérie, la loi vous concerne, mais les moyens automatisés ou non. Dans ce cas, est-ce qu'une valise qui contient des documents, par exemple, qui passent sur le sol algérien, est-ce que la loi s'applique? Donc, partant du critère principal d'application matérielle et territoriale de la loi, on voit qu'il y a en fait une connexion aussi avec cette notion d'établissement du représentant sur le sol algérien. Mais ce sont des questions dont la doctrine peut saisir, ou le législateur, le cas échéant, ou même l'autorité nationale pour pouvoir faire des précisions sur ce cas. Donc, l'autre point sur le représentant situé sur le sol algérien, notamment, c'est qu'il doit être désigné, il a un certain nombre de rôles et de fonctions qui se lisent dans le texte. Il a également une certaine question sur sa responsabilité. Et cette responsabilité, son rôle, sa fonction, repose sur ces 4 caractéristiques. La première, il doit être désigné uniquement par les responsables de traitement étranger à partir du moment où le siège social
du responsable étranger ou établi à l'étranger, même s'il a une succursale en Algérie, effectivement, il est concerné et il a l'obligation de désigner un représentant sur le sol algérien. La deuxième caractéristique est la capacité de représentation de ce responsable, de ce représentant, en fait, où en fait il a le pouvoir un peu juridique, n'est-ce pas, d'effectuer un certain nombre d'actes pour le compte et en nom et pour le compte du responsable de traitement, et notamment dans le domaine des données à caractère personnel. La troisième caractéristique, c'est les missions similaires à celle du RT. Hein. Il a l'obligation de faire des déclarations, de faire des demandes d'autorisation auprès de l'autorité nationale. Et la quatrième et dernière caractéristique, qui concerne ici les compétences, la déontologie et la relation de confiance qui est primordiale en fait entre le responsable de traitement et le représentant. Parce que pour pouvoir confier ces pouvoirs-là, il faut déjà valider trois choses. Premièrement, les compétences. Il faut que le représentant soit quelqu'un qui ait des compétences juridiques, mais également à la fois un peu techniques également pour pouvoir cerner les enjeux justement des traitements mis en place, effectuer les démarches qu'il faut, remplir les formulaires, rédiger les demandes, recevoir les courriels. Il faut un certain nombre de compétences. Aussi en matière de déontologie, parce qu'une telle activité, c'est le cas notamment en France avec des associations qui existent, qui mettent en place des codes de déontologie, mais il faut quand même un certain nombre de déontologies en matière notamment de bonne foi. Mais il faut primordialement, c'est ce que nous disions il y a quelques instants, une relation de confiance entre le responsable de traitement qui donne ces pouvoirs-là à son représentant qui est établi en Algérie. Et justement, ce représentant, en réalité, a un champ d'action qui est bien précisé dans le texte notamment, et qui concerne précisément une chose, le portail numérique mis à disposition par l'autorité nationale pour pouvoir créer un compte. Ce qu'il faut comprendre globalement, l'entrée de jeu, c'est que l'autorité nationale, la NPDP, met en place un portail numérique sur lequel doivent normalement s'effectuer toutes les démarches. Pourquoi normalement? On le verra par la suite. Alors, ce portail numérique-là, notamment pour effectuer les démarches, il faut y avoir un compte. Alors, la procédure de création d'un compte d'accès au portail numérique est vraiment la première chose que doit faire le responsable de traitement ou le représentant. Alors, cette procédure, elle s'étale en 6 étapes. Hein. Il y a une demande de création du compte qui est formulée par le responsable de traitement sur le portail de la NPDP. Ici, il faut bien voir, il y a 3 personnes qui interagissent, le responsable de traitement, le représentant et la NPDP. Alors, le responsable de traitement formule la demande sur le portail de la NPDP. Le représentant personne physique, alors ici, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le représentant peut être une personne physique ou une personne morale. Le représentant personne physique, dans la matière de la personne physique en soi, au même endroit, pour pouvoir effectuer un certain nombre d'actes, il faut que l'acte de désignation ait un peu valeur de mandat ou de procuration. Parce que c'est un peu le mandat, la procuration, c'est à peu près le même acte, mais qui a la vocation de transférer un certain nombre de pouvoirs ou un certain nombre de droits. Donc, en fait, concernant le représentant personne physique, il faut que l'acte de désignation liste effectivement et de manière détaillée les actes ou les actions que peut effectuer cette personne physique. Le représentant personne morale, ici, l'obligation, c'est la désignation d'un point focal. Le point focal, lorsqu'on parle de personne morale, c'est une entreprise, c'est une entité, c'est une organisation. Et il faut désigner la personne au sein de cette organisation-là. Il faut désigner la personne au sein de cette organisation-là, justement, qui jouera le rôle de représentant personne physique, c'est-à-dire qui ira se présenter auprès de la NPDP pour effectuer les démarches. Il y a la demande de création de compte. Ici, il s'agit simplement d'un formulaire à remplir. Le formulaire, d'ailleurs, l'exemple de formulaire est disponible sur le site de la NPDP et à soumettre à l'adresse contact de la NPDP. Une fois que le formulaire est souscrit, la création et la transmission du compte, lorsque c'est fait, les informations de connexion, notamment les identifiants, les mots de passe pour accéder au compte, sont transférées de la NPDP au représentant en Algérie, justement, et par la suite, cette création, elle est confirmée simplement par la NPDP auprès du responsable de traitement directement. Donc voilà, tracer les 6 grandes étapes de la procédure de création du compte. Alors, une fois que le compte est créé, c'est là où commencent les choses un peu de manière plus concrète, les démarches procédurales concrètement. Il faut comprendre que le texte, généralement, se situe dans le régime de ce qu'on appelle le régime de la déclaration du traitement. C'est-à-dire lorsqu'il y a un traité, lorsqu'il y a un traitement de données, le traitement de données, en réalité, doit être déclaré.
La déclaration, justement, ici, repose sur l'article 14, l'engagement que le traitement, justement, sera effectué conformément aux dispositions de la loi. Alors, une fois que le compte est créé, parce qu'en fait, celui qui reçoit le compte et celui qui accède au compte, c'est le représentant, on l'a bien vu, même si la demande elle est initiée par le responsable de traitement à travers son représentant, c'est lui qui bénéficie des accès, c'est le représentant situé sur le sol algérien qui accède au compte et qui gère le compte. Par la suite, il effectue la déclaration, c'est-à-dire il va se rendre sur le portail de la NPDP, il va télécharger les formulaires. Maintenant, la particularité de la déclaration, c'est que, et du régime de la déclaration, c'est qu'avant de mettre en place un traitement, ou même après sa mise en place, il y a généralement un bref délai après la mise en place du traitement pour déclarer ce traitement auprès de l'autorité nationale. Donc, on remplit le formulaire, on dit OK, OK, OK. Mais il y a une question centrale qui se pose à ce niveau, c'est est-ce que le traitement porte atteinte aux droits et libertés et à la vie privée des personnes? Si la réponse est oui, dans ce cas, il faut effectuer un type de déclaration qui est la déclaration normale. C'est le type de déclaration la plus complète, où il faut renseigner le plus d'informations. Si la réponse à la question elle est non, il faut effectuer une déclaration simplifiée. C'est simplement une déclaration où il y a moins d'informations qui sont données, mais les deux remplissent le même objectif. Il faut déclarer le traitement. Seulement les traitements qui présentent le plus de risques pour la vie privée des personnes, en réalité, font l'objet d'informations beaucoup plus approfondies. Et cette démarche-là, notamment, elle est intrinsèquement liée à la demande d'autorisation des traitements. Ça, on va le voir par la suite, mais ce sont des démarches qui sont effectuées par le représentant qui renseigne tous les formulaires de déclaration et demande d'autorisation via le portail de la NPDP, qui édite les formulaires et les transmet électroniquement au responsable de traitement étranger pour validation. Pourquoi est-ce que tout à l'heure, je précisais justement que le portail numérique de la NPDP était une possibilité parce qu'en fait, dans la NPDP, dans ce qu'on peut considérer comme des lignes directrices, précise aussi qu'un dépôt physique est vivement recommandé. Donc, on peut en déduire que deux alternatives sont possibles. Le dossier peut être transmis électroniquement par le portail de la NPDP, mais la NPDP elle-même exige, dans certains détails, dans certaines rédactions sur son site web, dans certaines communications, un dépôt physique, en fait, sur des formulaires en couleur, remplis d'une certaine manière, qui doivent contenir certaines informations. L'avantage ici, c'est qu'elle met à disposition les formulaires, donc il n'y a pas à les recréer, mais le représentant doit aussi mettre dans son champ de mission un peu ce devoir d'aller physiquement au siège de la NPDP, effectuer un certain nombre de démarches, ce qui peut représenter une difficulté un peu organisationnelle ou pratique un peu pour certaines organisations. Donc après, donc la déclaration, bon, enfin, dans le cadre de la déclaration de l'autorisation, on parlait justement du lien qui existe entre ces deux démarches. Alors, ce schéma synthétique permet de résumer réellement la procédure, c'est-à-dire lorsque je déclare mon traitement, je déclare auprès de l'autorité. Il peut y avoir des dépôts physiques au siège de la NPDP et notamment lorsqu'on dépose ce dossier-là, on reçoit un récépissé. Généralement, une fois qu'on a le récépissé, il a un peu une valeur d'autorisation provisoire, hein, en quelque sorte, du traitement, mais c'est jusqu'à autorisation ou validation définitive. Alors, lorsqu'on effectue la déclaration, la question principale qui se pose justement, c'est atteinte aux droits et libertés à la vie privée. Donc, si la réponse est oui, comme on vient de le voir, il y a une déclaration normale. Si la réponse est non, une déclaration simplifiée. Et par la suite, la question centrale qui revient ici, c'est est-ce que le traitement présente des risques pour la vie privée, les droits et libertés? Alors, si le traitement présente effectivement des risques pour la vie privée, droits et libertés, on soumet ce traitement au régime d'autorisation préalable. Ça signifie simplement que ce traitement, en plus d'être déclaré, devra être autorisé par la NPDP par une décision différente. C'est-à-dire il y aura la décision, enfin il y aura déjà la déclaration en elle-même, et ensuite il y aura la décision de la NPDP d'autoriser ce traitement-là qui présente des risques pour la vie privée des personnes. Et le délai notamment est de 10 jours après la déclaration. Après le traitement risqué, il y a justement la demande d'autorisation qui peut être accordée. Parce que si le traitement ne présente pas de risque et que la déclaration a été faite normalement dans les temps qu'il faut, avec les formes qu'il faut, le représentant étant existant, bah, la demande d'autorisation peut être accordée si toutes les conditions sont remplies. Mais la demande d'autorisation peut également être refusée, et ce de deux manières. Ça peut être un refus express dans un délai de 2 mois.
lorsque la demande d'autorisation est adressée à la NPDP, elle a 2 mois pour répondre. Ça peut être un refus express, la NPDP refuse le traitement parce qu'il présente trop de risques, ou un refus tacite lorsque la NPDP ne répond pas pendant les 2 mois qui lui sont confiés, notamment, ici il s'agit d'un refus, d'un refus simple, mais sans décision formalisée. Donc voilà grosso modo les étapes. Et par la suite, dans le cadre des obligations procédurales toujours du responsable de traitement établi à l'étranger, il faut comprendre que le contrôle de la NPDP est une obligation pour le responsable de traitement. Tous les responsables de traitement d'ailleurs, pas que celui établi à l'étranger, mais celui à l'étranger encore plus parce que justement, les moyens de traitement des données à caractère personnel se situent sur le sol algérien. Alors partant de là, le principal critère qui est le lieu de situation géographique des moyens de traitement, moyens humains, moyens humains ou matériels notamment, ici, ça signifie que la NPDP effectuera des investigations, des enquêtes dans les locaux où se déroule le traitement, c'est-à-dire les locaux notamment où se trouvent les moyens automatisés ou non du traitement. Et une fois que ces investigations sont faites par la NPDP, comment est-ce qu'elles sont faites? Par qui est-ce qu'elles sont faites? Est-ce qu'elles suivent le modèle du RGPD de la CNIL où il y a une déclaration, ou est-ce que ça peut être des contrôles spontanés à l'initiative de qui? De la CNIL? Est-ce qu'on peut le faire justement donc il y a pas mal de détails encore qui sont prévus aussi et explicités dans ces détails-là, mais qui prendront le temps de se construire au fur et à mesure. Et l'autorité, notamment, a un accès illimité aux données et aux supports, justement, du traitement, ce qui est tout à fait logique parce que ça lui permettrait d'aller en profondeur dans le traitement, mais elle a également une inopposabilité au secret professionnel. Ça signifie qu'elle peut accéder à toutes les données de toutes les structures, de tous les départements qui effectuent le traitement, effectivement, lorsqu'elle veut effectuer son contrôle. Merci Patrick, c'est très clair. Alors nous arrivons à la dernière partie de ce webinaire. Patrick, de façon synthétique, quelles sont les règles d'or à respecter en matière de sécurité, de confidentialité, des données? Alors, en matière de sécurité et de confidentialité des données, qui est fondamentale, à mon avis, lorsqu'on parle de protection des données, et d'ailleurs c'est le cas, hein, même dans la loi 18.7, à l'article 38 et suivant, qui, grosso modo, met en place une obligation pour le responsable de traitement étranger de mettre en place des mesures de sécurité de 2 types. Ça, c'est ce qui est prévu dans la loi, notamment les mesures de sécurité technique, les mesures de sécurité organisationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mesures de sécurité technique? Ça peut être du chiffrement end-to-end, ça peut être de la mise en place de l'OpenPGP, ça peut être de la mise en place d'un KeePass, je ne sais pas, un gestionnaire de mot de passe pour les accès. Ça peut, en termes de mesures de sécurité technique, il y en a tellement. Ça peut être la mise en place d'un proxy, d'un VPN, ça peut être du cloisonnement, ça peut être pas mal de choses. Il y a pas mal de mesures de sécurité technique. Les mesures de sécurité organisationnelle ici tiennent généralement de la sécurité physique, de la vidéosurveillance dans les locaux, dans les accès, contrôle des accès également aux applicatifs, contrôle des accès aux salles serveurs. Il y a énormément de mesures de sécurité organisationnelle qui existent, hein. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais ça rentre généralement dans des mesures générales de cybersécurité à l'image de la directive NIS 2, où en fait il faut vraiment une approche globale, à la fois basée sur le zéro trust, c'est-à-dire une infrastructure numérique basée sur de la sécurité pure et dure, mais aussi une organisation physique, c'est-à-dire une hiérarchisation en quelque sorte à la fois des locaux, des infrastructures, mais aussi du personnel, une formation et une sensibilisation accrue du personnel à ces questions-là, parce que ce sont des questions qui évoluent tous les jours. Le but global de toutes ces mesures de sécurité, c'est de minimiser le risque à la fois de non-conformité avec la loi 1807, parce que l'obligation de maintenir la sécurité est apposée sur la France de traitement pour minimiser le risque déjà qu'il y ait des fuites de données, qu'il y ait une destruction accidentelle ou illicite, qu'il y ait la perte accidentelle de données, qu'il y ait la diffusion ou l'accès non autorisé ou qu'il y ait une altération de données. Ça sont les risques qui sont prévus par la loi. C'est pour éviter ceci que cette obligation existe. Donc, en fait, ce sont des risques qui portent sur les données à caractère personnel, mais qui ont toujours le même champ, parce que
si une entreprise se fait pirater et que les données à caractère personnel sont dans la nature, déjà les personnes concernées sont affectées. Le responsable de traitement établi à l'étranger lui aussi est affecté. Mais il n'y a pas que les obligations en matière de protection des données à caractère personnel qui sont concernées ici. Il y a également des obligations en matière de sécurité informatique, des obligations en termes de déontologie. Par exemple, la déontologie informatique impose de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques ou de mesures de sécurité minimum. Donc, c'est un peu globalement le cadre, en fait, lorsqu'on parle de sécurité, de confidentialité des données, qui rentre dans ce grand ensemble. Après, est-ce que la loi donne beaucoup plus de détails vraiment en Algérie sur ces cadres-là? Peut-être faudra-t-il se référer à d'autres textes, à d'autres textes du cadre juridique algérien pour effectivement avoir la précision sur ces mesures de sécurité. Et même dans ce cadre-là, pourquoi pas se référer à d'autres dispositifs, parce qu'en Europe, il y a notamment la directive, il y a des directives, il y a des référentiels qui existent sur ces questions-là, mais dans la loi, précisément, on relève surtout cette obligation de maintenir le niveau de sécurité. Maintenant, lequel est le niveau de sécurité? Peut-être ce sera au responsable de traitement, vu qu'il est établi à l'étranger, de reprendre en fait ces obligations de sécurité à l'étranger et de les appliquer et de les apporter comme étant des justificatifs de son obligation qui est prévue par la loi 1807. À voir comment cela se mettra en pratique et à voir également dans les décisions de l'autorité nationale de protection des données. Mais le but de tout ce grand ensemble, ce grand écosystème de sécurité et de confidentialité, c'est justement d'éviter les violations de données à caractère personnel. Et dans le cas des violations, justement, une fois qu'elles se réalisent, qu'elles arrivent, ce que l'on ne souhaite naturellement pas, l'article 43 impose une obligation de notification à la NPDP et aux personnes concernées en cas de mise en œuvre de mesures suffisantes. Alors, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que si les mesures de sécurité sont mises en place, on n'a pas l'obligation de notifier les personnes concernées. C'est, à mon avis, enfin, mon appréciation personnelle de juriste en données personnelles, c'est une mesure un peu délicate, on va juste dire délicate, parce que de toute manière, lorsque les données sont dans la nature, les personnes doivent être informées, d'être sensibilisées là-dessus. On doit les prévenir qu'il y a potentiellement des risques de phishing ou d'autres malversations, peut-être leur demander de changer leur mot de passe, à voir. Mais de toute manière, lorsque la notification des violations est faite, il y a également l'obligation de tenir à jour un registre des violations de données. Et ça, c'est une obligation notamment qui repose sur le représentant du responsable de traitement établi à l'étranger ou directement sur le responsable de traitement lui-même en collaboration avec son représentant. Très bien. Merci Patrick merci, un grand merci à vous deux, Patrick et Winnie, pour votre présentation. Donc c'est l'heure de laisser la place aux questions. N'hésitez pas. Vous avez donc le chat pour poser vos questions. En attendant que les premières questions arrivent, j'ai une question. Est-ce qu'on peut parler de délégué à la protection des données personnelles en Algérie, ou est-ce le représentant habilité qui fait office de délégué? Je pense que je peux prendre cette question, enfin, du moins, je peux commencer, je peux apporter des éléments de réponse. Allez, la logique de l'égal à la protection des données personnelles en Europe, donc notamment sur le RGPD, a une logique tout à fait différente, parce que c'est une logique de quelqu'un qui va accompagner l'entreprise dans sa mise en conformité, qui peut être une personne extérieure, donc quelqu'un qui fournit un service de DPO, ou quelqu'un interne à la compagnie, mais qui va aborder une autre casquette, qui est la casquette de délégué à la protection des données personnelles. En Algérie, ce n'est pas du tout la même logique. En Algérie, en fait, le représentant, c'est vraiment comme Patrick le disait tantôt, et je ne sais pas s'il voudra apporter plus d'éléments, c'est celui qui sera le point de contact en termes de compliance, en termes de représentativité du responsable de traitement, sans pourtant être un DPO au sens du RGPD. C'est vraiment la personne sur qui va tomber la responsabilité en cas de violation de la protection des données personnelles en Algérie, en fait. Donc, c'est pas la même logique ici. Mais évidemment, s'il n'y a pas une obligation légale, cela ne veut pas dire qu'on peut ne pas prendre sur nous, enfin, prendre la responsabilité d'en désigner un.
ce que je veux dire, c'est que si une compagnie qui est soumise au RGPD fournit des services en Algérie, elle peut tout à fait se munir d'un délégué à la protection des données personnelles pour ses compétences en Algérie. Donc, il n'y a pas une interdiction d'en avoir un, mais ce n'est pas une obligation légale comme ça le serait en Europe. Mm. Justement, et pour compléter justement sur ce que disait Winnie, justement, en réalité, est-ce que justement, prenons un cas précis d'une entreprise peut-être qui exerce en Europe et en Algérie, peut-être en France, en cas du RGPD, soumis au RGPD, ils ont un délégué à la protection des données, et qu'en Algérie, justement, dans le cadre de leurs activités sur le sol algérien, ils remplissent le critère, ils ont des moyens de traitement établis en Algérie, ils ont l'obligation de désigner un représentant. Pour le moment, je ne vois pas je pense que Winnie sera un peu d'accord avec moi sur ce point-là, je ne vois pas d'incompatibilité qui pourrait exister sur l'exercice de la fonction de représentant et des délégués à la protection des données sur la même personne à partir du moment où cette personne-là serait établie justement sur le sol algérien. Après, à voir. Mais il s'agit là d'une appréciation, je le rappelle bien, dans un cas un peu en connexion avec les deux lois. Mais comme l'a dit Winnie, effectivement, ce n'est pas la même logique, il n'y a pas d'obligation en soi, comme dans le RGPD. Très bien, merci. Alors, une question de Moad Khelili, je ne sais pas si vous l'avez écrit ou si vous pouvez du coup prendre la parole pour poser votre question. Merci, bonjour tout le monde, merci pour le webinaire. En fait, je me présente, Moad Khelili, je suis un CISO dans un groupe qui est un groupe international. Par contre, on a commencé le projet de conformité à la loi 1807. C'était la période de recensement officiel au mois d'août 2023. Et au départ, on a eu un problème, un souci sur le profil de DPO. Est-ce que ça sera un profil technique, purement technique? En fait, je suis le CISO, je suis le RSSI, donc je peux prendre la casquette d'un DPO ou bien un profil légal. Donc, c'était ça le deal au départ. Par la suite, au moment des déclarations, on a eu un problème. C'est quoi la différence entre une déclaration et une autorisation? Est-ce qu'on fait toujours une déclaration, on commence toujours par une déclaration, ou bien s'il y a un traitement un petit peu spécifique, on passe directement vers une autorisation? Je cite l'exemple d'un transfert de données à l'étranger. L'utilisation du cloud, c'était ma troisième question. Est-ce que le fait d'utiliser une solution cloud peut être considéré comme étant un transfert de données à l'étranger? Je pense que la première question, Patrick, c'est pour toi le rapport entre, et je crois que tu avais fait le lien, le rapport entre la déclaration et la demande d'autorisation, et je répondrai par rapport au transfert. D'accord. Donc, la première question, la première question concernait justement la casquette, en fait, c'est-à-dire, est-ce que le DPO, est-ce que du coup le DPO doit être un profil technique ou un profil juridique ou un autre profil? Déjà, le mot DPO, ça, c'est vraiment dans le côté RGPD, parce que au niveau de la loi 18.7, c'est un représentant. Alors, la même question peut se poser à la fois pour le DPO et pour le représentant, vu que les deux ont un peu les mêmes rôles, les mêmes missions, ils n'ont pas vraiment le même statut. Alors, moi, je dirais quoi? Je dirais que déjà, dans le cadre du RGPD, ça a été tranché un peu par les différentes autorités de protection en Europe, la CNIL aussi, qui a mis une ligne directrice, je crois, là-dessus, pour dire que le DPO, en fait, devait surtout avoir un côté juridique. Parce que la même question s'était posée en Europe, en France notamment, au début avec les CIL, c'était les commissaires informatique et liberté, qui étaient beaucoup plus des profils techniques, justement. Mais par la suite, on s'est bien rendu compte de la grosse difficulté qu'il y avait en termes d'interprétation du texte. Le RGPD, c'est un texte juridique, ce n'est pas un texte technique. Donc, en fait, on a évolué progressivement de profils techniques vers des profils plus juridiques, mais des profils juridiques un peu spéciaux, c'est-à-dire des profils juridiques qui ont un peu une ouverture sur le côté technique également, qui sont un peu sensibilisés à la question. Donc, je dirais que pour répondre à cette question-là, le profil le plus adéquat serait un profil de base qui reste quand même juridique, parce que comprendre un texte de loi, interpréter, choisir les bonnes dispositions, les bonnes finalités, les bonnes bases juridiques. Il faut vraiment avoir ce profil de juriste. Après, derrière, pourquoi pas un juriste formé aux outils IT ou formé à l'informatique, ou même un informaticien formé au domaine juridique, ça peut le faire. Mais c'est vraiment un entre-deux à chaque fois. Il faut vraiment avoir une vision sur les deux champs. La deuxième question qui portait sur est-ce qu'il faut faire obligatoirement une déclaration, avoir une autorisation? À la lecture du texte, c'est évident.
tout se fait par la déclaration. On commence par déclarer absolument tous les traitements de données. Lorsque, par la suite, on effectue la déclaration, déjà, il y a deux types de déclarations. Normales pour les traitements qui peuvent porter atteinte à la vie privée, simplifiées pour les traitements qui ne peuvent pas porter atteinte à la vie privée. Tous les traitements se déclarent. Maintenant, est-ce que le traitement, justement, présente ces risques-là? À partir du moment où le traitement présente un risque sérieux, pour un risque, hein, ça peut être un risque minime, après, ça dépend des classifications. L'ANSSI en a fait une, mais à ma connaissance, je ne sais pas s'il existe une classification également des niveaux de risque, des risques cyber en aérie. Mais à partir du moment où le traitement présente un risque, il faut demander l'autorisation du traitement en réalité. Donc, en fait, c'est vraiment une étape successive. Il y a la déclaration et ensuite vient la demande d'autorisation. Et on ne demande pas l'autorisation sur tous les traitements, uniquement les traitements qui ont des risques en matière de vie privée et des droits et libertés des personnes. Pour la troisième question, je vais laisser la parole à Winnie. Ok. Juste avant de répondre à la troisième question, juste pour illustrer un peu ce qu'on peut entendre par traitement à risque, ce serait par exemple dû à la nature des données, si c'est des données sensibles, pardon, certaines types de données comme des données bancaires, etc. Donc des données où dans le cas d'une fuite ou d'une violation de données, il y aurait un risque pour les personnes concernées. Maintenant, par rapport à la question des transferts, je pense que de ce que j'ai compris, vous êtes dans un groupe. Donc, ça veut dire que vous êtes amené à vous mettre compliant par rapport à plusieurs types de législation, y compris, si corrigez-moi si je me trompe, le RGPD. En fait, dans le cadre de ce qu'on appelle la global compliance, c'est-à-dire que lorsqu'on est soumis à l'application de plusieurs lois, il y a Oui, plusieurs c'est ça. stratégies. Voilà, il y a plusieurs stratégies à mettre en place. Soit on va définir parmi toutes ces lois quelle est la plus stricte et se conformer à la plus stricte, plus les spécificités de chaque loi. Soit on va vraiment essayer de se conformer à chaque loi de manière individuelle, ce qui peut être très compliqué en pratique. Donc, notamment par rapport à la définition de c'est quoi un transfert de données, en Algérie, il n'y a pas une définition spécifique. En Europe, on a des guidelines de l'ETPP qui expliquent que, par exemple, un simple accès à un SharePoint ou une simple mise à disposition d'un accès aux données est considéré comme un transfert. Si, dans le cadre de votre conformité au RGPD, vous appliquez déjà cette définition de transfert, moi, je vous conseillerais de la garder pour l'Algérie. Du moins, jusqu'à ce qu'il y ait une guidance, des guidelines, des lignes directrices spécifiques de l'autorité qui définissent c'est quoi un transfert. Parce qu'en fait, ici, vous avez du risque. Le premier risque, ce serait de vous écarter du RGPD, de considérer que ben, les lignes directrices de RGPD ne s'appliquent pas en Algérie, ce qui serait vrai, mais ça vous rendrait plus difficile la tâche de compartimenter en fait, OK, pour tel type de données venant d'Algérie, on va appliquer cette définition aussi. Pour tel type de données venant de l'Europe, on applique cette définition aussi. Je vous conseille d'appliquer la législation la plus stricte tant qu'il n'y a pas de confirmation de ligne directrice spécifique de l'autorité algérienne sur la question. Donc, par conséquent, je vous conseillerais de définir le transfert de données comme étant l'accès, la mise à disposition des données à une entreprise établie à l'étranger, typiquement. Très bien, merci. Je vous en prie. Alors, une autre question de Abdeliazid Benouali. Yes, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour ces webinaires qui fut très intéressant et pour les échanges sur le chat. Donc moi, je suis Abdel Yazid. Donc moi, j'accompagne aussi pas mal de structures dans leur conformité RGPD au niveau international. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Winnie, sur la partie du prendre la période la plus stricte ou la réglementation la plus stricte. C'est ce qu'on voit un peu même au niveau international. Au niveau RGPD européen, on est souvent plus strict que d'autres pays au niveau international. On peut avoir des différences avec plus de licéité ou plus d'informations différentes sur certains pays, Brésil ou autres. Mais en effet, dès qu'on part au moins déjà de cette base RGPD, on couvre énormément de pans différents sur sa conformité. Et je pense qu'on prend une bonne ligne directrice au niveau du pilotage de sa conformité ou de la sécurisation de la donnée personnelle. Et le deuxième point que je voulais remonter sur la typologie du DPO, en effet, la partie pour moi, comme disait Patrick, de juriste est assez importante. Il y a une deuxième partie que je remarque beaucoup dans les structures internationales, c'est cette fibre chef de projet. Piloter sa conformité, c'est un projet en soi et faut pas le prendre à la légère. On peut pas tout faire.
Ça, faut vraiment pas, pour ma part, de ce que je vois, c'est voilà, faut pas prendre tous les aspects et se dire qu'on va tout faire en même temps. L'objectif, c'est de montrer sa motivation et son implication et l'investissement qu'on met dans les différentes actions qu'on peut mettre en place. Et en effet, quand on a ces 2 critères, en tout cas, c'est ce que je vois avec les DPO, groupes avec lesquels je travaille, quand on a un critère juriste et un critère chef de projet, en termes de profil chez les personnes ou parfois dans des équipes, hein, c'est très intéressant de travailler, avec son IT. Pour moi, c'est un duo qui est obligatoire. Il faut avoir cette partie juridique, chef de projet, et cette partie IT. On est une équipe et ça permet vraiment de pouvoir piloter, donc quelle que soit la structure, les challenges qu'on peut avoir. On est plus fort à deux, on est plus organisé en étant chef de projet et on commence à acquérir des compétences parfois qu'on ne retrouvait pas il y a peut-être 5 ou 10 ans dans les départements juridiques et qui aujourd'hui, en fait, ils ont pris le pli. Moi, ce que je remarque dans les départements juridiques, ils ont pris le pli du chef de projet, de piloter sa conformité et d'accompagner les parties prenantes en fonction de leur criticité ou en fonction de leur profil ou de leur compréhension de la matière pour vulgariser un peu le tout. Voilà, c'était un peu ça que je voulais remonter sur cette partie-là. Je suis totalement d'accord avec toi parce que l'illustration la plus évidente que je prends, c'est celle où je travaille, où je suis data protection lawyer, donc j'ai le côté légal, mais au vu de la taille des clients et de la taille de la compagnie, on a aussi le côté DPO purement chef de projet, c'est-à-dire que pouvoir jongler avec les différents départements, jongler avec les différents projets de nos clients, etc. Donc, je trouve que tu as parfaitement résumé le propos et j'ai rien à rajouter. Merci pour l'intervention. Merci à vous trois. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, alors, chère Inès, et je n'arrive pas à lire tout le nom, Hashmi. Rajdi, oui. Bonjour, chère Inès. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour ce webinaire très intéressant. Comme je le disais sur le chat, on est un peu perdu en termes de mise en conformité parce que pour le moment, ça se fait petit à petit et qu'en réalité, même l'autorité a des difficultés à répondre à nos questions. On se retrouve parfois à avoir plus de connaissances qu'eux ou plus de technicité au regard de nos différentes expériences. Moi, j'ai été DPO dans une multinationale pendant 6 ans. Donc, j'avais des connaissances acquises de par cette appartenance et de par la mise en conformité du RGPD, etc. Donc, c'est vraiment très délicat pour nous d'avancer. Il y a des couacs aussi sur le site Internet et parfois des incompréhensions comme le souci du cloud. En fait, on utilise des systèmes en Algérie qui sont souvent hébergés via cloud. Pour ce qui est des multinationales, Je crois qu'on s'est perdu. avec les maisons mères, etc., on peut justifier cela. Mais pour les autres entités qui utilisent des logiciels ou des plateformes qui sont hébergées à l'étranger, c'est plus délicat parce qu'on nous demande à chaque fois d'être dans les cas cités à la loi. Et pour le cloud, ici, on a posé la question à l'autorité, on nous a dit que vous devez passer par la demande d'autorisation. Mais la demande d'autorisation implique une probabilité de refus. Donc, si vous voulez, dans la réflexion algérienne, c'est-à-dire des opérateurs économiques, ils sont très frileux à l'idée de demander une autorisation par rapport à l'utilisation du cloud et par rapport à l'hébergement de leurs données à l'étranger. C'est vraiment très délicat. Donc, si vous voulez, on demande toujours à l'autorité d'être rassurée sur ce point, mais techniquement, en fait, on n'a pas de système de remédiation. De toute façon, c'est la mondialisation, donc on va tous utiliser ce type de système qui sont hébergés à l'étranger, tels que le cloud. Sur cette question, justement, tout pour moi. L'interrogation, elle est là. Et je vous remercie pour vos retours. C'est très, très pertinent, en fait, la problématique, justement, que vous soulevez. Et je comprends parfaitement un peu le malaise qui peut se situer à votre niveau aussi concernant le cloud. Et même un peu cette incompréhension même au niveau de l'autorité nationale, en fait. Je pense que le problème ne vient pas vraiment de l'autorité nationale, mais vient en soi de la loi en elle-même. Et c'est ce que je disais, c'est ce que Winnie relevait aussi lors de nos interventions, c'est qu'en fait, le critère principal d'application qui est un critère qui est extrêmement limité, c'est le lieu de situation des moyens du traitement.
tout part de là en réalité. Donc, partant de là, est-ce que dans la question du cloud, en réalité, est-ce que les moyens de traitement se situent en Algérie? Bah, clairement non. Le moyen du traitement de la donnée, en réalité, ce sont les serveurs des GAFAM généralement, parce que les clouds, c'est généralement eux. Je sais qu'ils ont des data centers dans beaucoup de pays, mais je ne sais pas s'ils en ont en Algérie. Dans le cas où ils en auraient en Algérie, oui, on serait concerné, mais même dans ce cas-là encore, si l'autorité nationale vous demande justement de passer par la procédure d'autorisation du traitement, il y a effectivement un problème. Ça signifierait, on pourra en déduire juridiquement que l'autorité nationale considère donc que tous les traitements effectués sur le cloud ou tous les traitements incluant un transfert de données à l'étranger, parce que dans la majorité des cas, ces serveurs se situent à l'étranger, on pourrait en déduire que l'autorité considère tous ces traitements comme étant des traitements risqués, c'est-à-dire des traitements à haut risque, en réalité, si elle le soumet automatiquement à la demande d'autorisation. Donc, effectivement, c'est problématique, surtout pour les opérateurs économiques, parce qu'il y a effectivement le cas où la demande peut être refusée. Et encore qu'on parle d'un délai de 2 mois pour la réponse qui peut être extrêmement long, ralentir un peu les projets en interne auprès des organisations et causer un certain nombre de problèmes. Mais pour apporter un peu une piste de solution à cette problématique, moi je dirais que comme disait Winnie, l'application du RGPD permet ici un peu d'appliquer la norme la plus stricte et aussi de couvrir un peu les incompréhensions, les points d'ambiguïté qui peuvent exister dans l'application de la loi 18.7 parce que justement sur la question justement du cloud, comment la résoudre en réalité? Partant du principe prioritaire de l'article 4, on dirait même simplement que les opérateurs cloud ne sont absolument pas concernés. S'il suffisait de s'arrêter là, on dirait que OK, les moyens de traitement automatisés ou non ne sont pas situés sur le territoire algérien. Point, on s'arrête là, mais ce ne serait pas une démarche bénéfique justement pour l'organisation. Donc, l'application du RGPD, notamment considérer les opérateurs cloud comme étant du transfert de données, mettre en place les mesures comme un data processing agreement, vérifier justement et mettre en place même des AIPD dans le cadre de ce type de transfert-là serait en tout cas un bon début, je pense. Très bien, merci. Alors, je vois, alors il y a beaucoup de questions. Existe-t-il une formation actuellement en Algérie pour se former en tant que Data Protection Officer? Je n'ai pas la réponse exacte, mais ça m'étonnerait qu'il en existe parce que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas mentionné dans la loi. Sur quelle base est-ce qu'on créerait une formation, une formation pour un data protection officer si c'est même pas reconnu au niveau légal? Donc, je n'ai pas la réponse, mais j'en douterais. Je pense pas. Ouais, peut-être qu'une formation pour les représentants au niveau du sol algérien, peut-être qu'on peut l'interpréter comme ça, mais tout comme une dit aussi, il n'y a pas en soi. Déjà, la question des compétences donc, que j'ai mentionné pendant mon intervention, il faut bien comprendre qu'ici, c'est un peu la standard RGPD qui prend en coup. C'était un peu une forme de recommandation, mais la loi elle-même ne précise déjà pas le statut du représentant, ne précise pas les compétences qu'il doit avoir, le profil qu'il doit avoir pour parler de profil IT, chef de projet. Donc, peut-être une formation sur le statut de représentant, éventuellement, à voir, mais il n'y a pas d'obligation non plus là-dessus par rapport à la loi. Mais ce serait en tout cas bienvenu pour les organisations. Alors, à propos du représentant, justement, quelles sont ses missions? Pareillement, et la question précédente justement me permet de répondre également à cette question des missions du représentant. Principalement, sa mission, c'est de représenter le responsable de traitement établi à l'étranger en Algérie. Sa mission, ce sera d'effectuer les démarches, la déclaration, la demande d'autorisation ou d'être présent pour répondre à l'autorité en cas de contrôle, ainsi de suite. Donc, sa mission principalement, effectuer les démarches et remplir les formulaires. Il se rend justement au siège de la NPDP à Alger pour déposer les dossiers parce que je disais notamment, il y a un pan de la démarche ou des procédures qui se fait physiquement. Il faut aller sur place pour déposer le dossier. Donc, les missions du représentant, déjà, c'est de la représentation juridique, légale. Il effectue un certain nombre d'actes et d'actions pour le compte et au nom du responsable de traitement.
Et effectivement, il va déposer des formulaires, déposer des dossiers, effectuer toutes les procédures et répondre à toutes les questions que pourrait poser l'Autorité nationale de protection des données. Alors, une autre question, comment se passe un contrôle si l'infrastructure, par exemple les bases de données et serveurs, se trouvent à l'étranger? Enfin, il n'y a rien de. Je ne sais pas, Patrick, si tu as trouvé quelque chose de spécifique par rapport à ça. Oui. Ok, dans ce cas, je te laisse répondre alors. Bah, justement, est-ce que j'ai trouvé quelque chose de spécifique lorsque Pas. les moyens du traitement se trouvent à l'étranger? En tout cas, concernant réellement le responsable de traitement établi à l'étranger, s'il est établi à l'étranger et que c'est les serveurs qui sont, pour moi, parce que c'est une interprétation justement du texte, hein, c'est pour ça que c'est très important que l'Autorité nationale de protection des données mette des lignes directrices pour préciser, lorsqu'on parle de moyens automatisés ou non, qu'est-ce qu'on met dans moyens automatisés? Parce que ça, c'est pas clair. On ne sait pas si un moyen automatisé, c'est simplement un ordinateur portable, un téléphone, un serveur, ainsi de suite. C'est de par l'expérience également que nous avons en tant que DPO qu'on peut en déduire que les moyens automatisés du traitement dans le cadre du cloud, notamment parce que le cloud en soi, ce sont juste des méga serveurs hein, qui existent physiquement. Donc, si ces serveurs se trouvent à l'étranger, bah, justement, dans ce cadre-là, la loi en elle-même n'est pas censée s'appliquer. Mais enfin, en soi, moi, pour rebondir à ce que tu dis justement, c'est que moi, j'ai rien trouvé dans la loi, ni sur le site web de l'autorité, mais on faisait une analogie entre les moyens d'enquête ou les méthodes d'enquête en Oui, Europe. Je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle les requests for information, c'est-à-dire que si on n'a pas la possibilité d'investiguer ou de contrôler de manière physique les justement. installations ou les bureaux du responsable de traitement, on peut toujours émettre des requêtes pour demander plus d'informations sur soit comment fonctionne le moyen de traitement, demander une démonstration. Je sais quand même qu'il y a une façon de collaborer, de communiquer en demandant des informations Effectivement. supplémentaires. Mais physique, je ne sais pas. Rien n'est dit en tout cas dans la loi et sur le site web. Rien justement n'est dit dans la loi et c'est là tout le problème en fait. Lorsqu'un juriste doit travailler avec une loi, c'est que si la loi ne le dit pas, c'est pas censé justement exister. Mais Ouais. si on reprend justement le côté de l'analogie avec le RGPD, le request for information qui n'est déjà pas une obligation, il faut bien le préciser à chaque fois, hein. Ici, en réalité, on pourrait attribuer une catégorie de fonctions aux représentants qui serait de tenir à jour la documentation de conformité en termes Ouais. de registre, en termes de registre, de procédure de contrôle, ainsi de suite, hein. Là, on rentrerait réellement dans ce cadre-là où le responsable de traitement établi à l'étranger, qui a ses serveurs à l'étranger, l'autorité nationale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui fait une demande pour lui dire, nous avons besoin d'attester justement de votre conformité. Le responsable de traitement, justement, lui, avec son DPO à l'étranger, vu qu'à l'étranger, notamment, il y a une application DPO. Après, ça dépend encore du pays, parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a des DPO. Le responsable de traitement transférera donc la documentation de conformité hein, au registre de traitement, au registre de sous-traitants, référentiel de durée de conservation, ainsi de suite. Il y a beaucoup de documentation là-dessus. Et cette documentation-là sera la preuve de la conformité dans le cadre du responsable de traitement établi à l'étranger. Mais cette procédure, elle est uniquement, on peut la déduire uniquement par analogie au RGPD, parce que ce n'est pas du tout prévu par la loi algérienne. Merci. Alors, une autre question. Existe-t-il un régime spécifique de protection des données de communication électronique en Algérie? En général, dans d'autres pays, il y a des lois spécifiques pour tout ça, pour tout ce qui est cookies, pour tout ce qui est communication électronique. Donc, s'il en existe une, elle ne doit pas forcément être contenue dans la loi qui fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Donc, forcément, moi, personnellement, je ne suis pas en mesure de répondre avec certitude concernant ce cadre-là en Algérie pour le moment. Donc, je ne saurais pas en dire plus parce que ce n'est pas contenu dans la loi sur la protection des données personnelles. Je ne sais pas si Patrick, toi, tu as une idée, mais moi, rien à ce sujet. Justement, dans le texte, il y a, il y a des dispositions spécifiques à chaque fois qui reviennent sur le caractère des communications électroniques ou des communications effectuées sur les réseaux d'information électronique. Je ne me suis pas appesanti là-dessus, mais il y a effectivement un régime spécial, en fait, et on peut même se poser la question de
la pertinence, en fait, de ce régime spécial. Mais c'est un régime spécial, en fait, qui précise simplement que dans le cadre des communications électroniques, effectivement, il faut effectuer la déclaration de telle ou de telle manière. Donc, ce régime, il existe, mais il n'est pas consacré de manière explicite. C'est à la lecture de certaines dispositions dans le texte que l'on retrouve à chaque fois la mention communication électronique, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que je remets en question un peu la pertinence justement de ce régime-là? C'est est-ce que déjà, qu'est-ce qu'on entend par communication électronique? Parce que cette question s'est déjà posée dans le cadre du RGPD en Europe, où il fallait déterminer ce qu'on entend par outil numérique, communication électronique, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, et un intervenant le disait justement, lorsqu'on est dans la mondialisation, on a le cloud, on a le big data et tout ça. Qu'est-ce qu'une communication électronique aujourd'hui? Est-ce qu'un simple message, est-ce qu'un email, c'est une communication électronique? Mais si par analogie justement, toujours au RGPD ou un peu de manière plus globale, à la législation numérique européenne, on peut dire ce qu'on met dans la communication électronique, ce serait toutes les communications qu'on a aujourd'hui, parce que toutes se font sur la base d'outils électroniques. Donc, il y a un régime qui existe. Est-ce que c'est un régime qui est dérogatoire totalement au régime de traitement des données à caractère personnel dans la loi? Non. C'est parce que justement, le traitement de données électroniques, justement, de données reposant sur des supports électroniques, passe toujours par les mécanismes de déclaration et passe toujours par les mécanismes d'autorisation. Et le but, à la fin, c'est de protéger la vie privée et les droits et libertés des personnes. Très bien. Allez, encore une ou deux questions. Existe-t-il des points de discordance totale entre la loi algérienne et le RGPD? Oui, je te laisse répondre. Ouais, dans discordance totale, je ne dirais pas. Juste qu'on a ici des procédures qui, par exemple, ont été abandonnées depuis le RGPD, donc qui étaient aussi contenues dans la directive qui a été abandonnée, notamment le régime de déclaration d'autorisation. Donc, ce n'est pas un régime contradictoire, c'est complémentaire, c'est un régime spécifique au droit algérien qui doit juste venir s'ajouter comme un module supplémentaire à tout ce qu'on fait par rapport au RGPD, comme je le disais tantôt. Et je trouve aussi que c'est un régime, au contraire même, le régime de la protection de données en Algérie est moins rigide, notamment au niveau des transferts. Donc, il n'y a pas l'obligation d'un CIA si on a le consentement. CIA, quand je dis CIA, c'est analyse d'impact lié au transfert. Il n'y a pas l'obligation concernant les clauses contractuelles type. Donc, c'est un régime, je dirais, plus souple. Donc, il n'y a pas de contradiction totale, juste des spécificités qu'on va devoir jouer avec, qu'on va devoir ajouter à notre conformité RGPD, comme Patrick l'expliquait, tout ce qui est demande d'autorisation, demande de déclaration. Ce régime-là, il existe toujours au RGPD, mais il a été limité à certains types de process de traitement de données. Par exemple, en France, il y a la demande d'autorisation lorsque on va traiter des données sensibles pour de la recherche scientifique, s'il est impossible d'informer les personnes concernées. On va aussi parfois avoir la possibilité de faire une déclaration de fin de demande d'autorisation lorsqu'on n'est pas sûr par rapport au résultat de notre DPIA, analyse d'impact, lorsqu'on veut faire un nouveau projet ou utiliser la technologie. Mais vous voyez, dans le RGPD, c'est vraiment limité à des cas spécifiques. On est vraiment en train de toucher à des données sensibles ou à des données à grande échelle. Par contre, au niveau algérien, c'est vraiment global, c'est automatique. Donc voilà. Très bien. Alors, une dernière question avant de conclure. Existe-t-il un plan national pour obtenir une décision d'adéquation de l'UE? Donc ça, c'est lié au transfert. Pour le moment, j'ai rien trouvé. Je sais que le seul pays d'Afrique qui est dans des discussions actuelles pour obtenir une décision d'adéquation, c'est le Kenya, notamment avec le Royaume-Uni. Mais Algérie, UE, je n'ai rien trouvé sur la question lorsque je préparais les slides. Donc, il n'y a pas encore de discussion à ma connaissance concernant une possible décision d'adéquation. Et pour être tout à fait transparent, au vu des critères qui sont étudiés par la Commission européenne afin de délivrer des décisions d'adéquation, je ne pense pas que l'Algérie pourrait passer l'examen en l'état actuel. Donc, voilà. Et je partage justement cet avis-là. Très bien. Bien, c'est clair. Merci, merci beaucoup, Patrick, Winnie, pour vos présentations, vos réponses. Merci aussi aux participants.
Donc pour conclure rapidement, on est vraiment face à une nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 10 août 2023 avec la création d'une nouvelle autorité. Donc il y a encore des flous, on s'habitue à l'interprétation de cette loi et je pense qu'il faut un temps de rodage pour tous pour pouvoir au mieux mettre en musique cette réglementation dans nos sociétés. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et au revoir. Merci. Au revoir, Merci merci à encore. Au tous. revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous. Au revoir.